En 2007 est apparu un nouveau projet politique d'union de la Méditerranée. Alors de quoi s'agit-il au juste? Quel type d'union? Pour quelle partie de la Méditerranée? Et pourquoi maintenant? Alors je vous propose de regarder quelques cartes de l'Europe et de son sud. Le projet d'une union méditerranéenne a été avancé par la France en 2007 pour tenter de rapprocher les États riverains de la Méditerranée. Avec au sud du bassin les 10 États que l'on voit ici sur cette carte, plus l'autorité palestinienne, et au nord, les États membres de l'Union européenne riverains de la Méditerranée, plus la Commission européenne, soit au total 18 États. Cette mer n'a pas forcément une fonction de lien, ces 18 États n'ont pas forcément une vision commune de l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont en commun et un certain nombre d'intérêts et un certain nombre de sérieux problèmes à résoudre. Il suffit de regarder 3 ou 4 cartes pour comprendre les divers écarts qui existent entre les deux rives de cette mer. D'abord la richesse. Le PIB par habitant. Au nord, on voit que plus la couleur est foncée, plus le PIB est important. C'est-à-dire plus les gens sont riches avec une moyenne qui dépasse les 15 000 euros. Au sud, les pays sont en clair, ce qui veut dire que le revenu moyen par habitant par an se rapproche de 1 000 euros. Et notez que sur la rive sud, c'est Israël qui a le plus fort PIB par habitant et de loin. On a donc déjà un différentiel de revenus très important entre les deux rives de la Méditerranée. La deuxième carte sur laquelle on peut se pencher est celle des évolutions démographiques. Au nord, les pays de l'Union européenne ont un taux de fécondité moyen de 1,5 enfants par femme, et au sud, un taux moyen de 2,8. Voilà donc une deuxième asymétrie importante. Donc si on additionne un développement économique insuffisant et une pression démographique forte, on a des facteurs d'instabilité qui peuvent à terme venir s'ajouter à d'autres facteurs de type politique. On peut en évoquer quelques-uns. La situation en Algérie, qui ne parvient pas à se stabiliser tout à fait. La crise de légitimité des régimes, qui sont tous des régimes autoritaires, en particulier la Tunisie et la Syrie. Les dirigeants ne se renouvellent pas, les sociétés civiles sont bloquées, elles s'impatientent, elles se tournent vers les thèses sociales islamistes, et s'il y avait des élections libres, les islamistes l'emporteraient partout, sauf peut-être au Liban et en Libye. Il y a aussi les conséquences du choc du 11 septembre 2001, qui ont engendré des sentiments anti-musulmans, voire anti-arabes. Et en sens inverse, le conflit israélo-palestinien renforce le sentiment anti-Israël, ou pire, nourrit l'antisémitisme. Plus récemment encore, l'intervention américaine en Irak, dans un pays arabe, renforce les sentiments anti-américains, voire des sentiments anti-occidentaux. Donc tout cela forme finalement un constat assez négatif sur une réalité sociopolitique en fait qui est toute proche de l'Union européenne, à 1 heure d'avion de Marseille et à 2 heures d'avion de Stuttgart. Le processus de Barcelone, qui avait été mis en place en 1995 pour tenter de rapprocher l'Union de son sud, en fait a beaucoup déçu. D'où cette idée du gouvernement français d'Union méditerranéenne. À l'origine, elle est initiée par Jean-Louis Guigou, le délégué général de l'IPEMED, qui est un institut qui travaille sur la Méditerranée, et propose une approche très pragmatique, en partant de dossiers très concrets. Alors prenons justement quelques exemples. Premier enjeu, l'eau. Le déficit hydrique ne cesse d'augmenter, alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, un certain nombre de pays riverains de la Méditerranée, à savoir Israël, les territoires palestiniens, la Libye, Malte, la Tunisie, utilisent de plus en plus d'eau et se rapprochent progressivement d'une situation de pénurie. Or, le nombre de ces pays va augmenter, puisqu'en 2025, le Maroc, l'Égypte, le Liban, Chypre seront eux aussi dans cette situation, ce qui est d'autant plus inquiétant dans des pays où dominent les activités agricoles et le secteur du tourisme, qui sont tous deux grands consommateurs d'eau. D'où le besoin d'avoir de nouveaux outils de coopération et de développement, notamment pour le financement d'usines de dessalement. Deuxième enjeu, la pollution. Cette carte nous montre le bassin versant de la Méditerranée. Les fleuves et les rivières sont nombreux, mais ceux qui sont en rouge sur la carte indiquent qu'ils sont totalement pollués et se jettent dans la Méditerranée. Eh bien, le projet prévoit la mise en place d'une agence de bassin gérant et traitant en commun les sources de pollution. Troisième enjeu, la pression migratoire. Ces flèches que vous voyez sur la carte
indique les principaux axes de pénétration des migrants venant d'Afrique, du Proche-Orient, vers l'Europe. Les situations économiques que j'évoquais tout à l'heure font que des hommes jeunes venant de la rive sud de la Méditerranée cherchent à entrer à l'intérieur des frontières de l'Union européenne pour y trouver du travail. Et à leur mobile économique s'ajoutent souvent les liens historiques et familiaux. En face, sur l'autre rive, cette carte localise en Europe ou à sa périphérie immédiate les centres de rétention où ces migrants attendent une réponse sur leur entrée ou leur reconduite à la frontière. Alors cette question des migrations est la plupart du temps traitée comme un enjeu politique, ou pire politicien, sans mesurer qu'aux besoins économiques du Sud peut répondre un besoin démographique du Nord. On note aussi le besoin de nouveaux outils financiers. Les investissements directs étrangers sont relativement faibles en Afrique du Nord, hormis dans le secteur des hydrocarbures. L'Union méditerranéenne prévoit la mise sur pied d'une banque euro-méditerranéenne, un petit peu l'équivalent de la BERD vers l'Europe de l'Est, et ce pour financer la construction ou la rénovation des infrastructures qui sont très défaillantes dans cette région. Autre nécessité, si l'on veut travailler sur le moyen terme, la mise en place d'un Erasmus euro-arabe pour des échanges beaucoup plus nombreux entre étudiants entre les universités européennes et les universités arabes. Et puis, sur le plus long terme, la mise sur pied d'une commission pour l'élaboration de livres d'histoire, sinon communs, du moins tentant de rapprocher peu à peu ce que les uns et les autres apprennent de l'autre, comme l'Allemagne et la France l'ont fait dans un travail qui a duré près de 30 ans. Alors comment tout cela pourrait-il fonctionner ? Sur le plan des institutions, il est prévu de mettre en place un Conseil de la Méditerranée, comme il existe un Conseil de l'Europe, un secrétariat permanent en politique économique pour renforcer le processus de régionalisation. Car si on se place à une échelle mondiale, macroéconomique, on voit bien que les États-Unis avec le Mexique, le Japon avec l'Asie du Sud-Est ont su créer des zones de régionalisation économique. Alors que l'Union européenne n'a que faiblement engagé ce processus avec son propre Sud. La démarche doit être volontariste car sur la rive sud de la Méditerranée, chacun constate maintenant la pénétration chinoise en Algérie, par exemple, ou bien les accords commerciaux américains, de plus en plus nombreux, notamment avec le Maroc. Voilà donc les termes du problème. Ce ne sont là que quelques éléments pour comprendre ce chantier qui a toutes les chances de s'ouvrir pendant la présidence française de l'Union européenne de juillet à décembre 2008, et pourtant on entend déjà de nombreuses réactions négatives. Dans le Maghreb, on est déjà méfiant car ce projet pourrait s'inscrire dans un nouveau rapport d'inégalité. Les pays du Sud seraient une fois encore des satellites économiques et maintenant des auxiliaires de politique anti-migratoire. Vu de Turquie, l'Union de la Méditerranée ne serait qu'une astuce géopolitique pour écarter l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Vu de Berlin, de Bruxelles, de Rome, de Madrid, pas question d'être simplement spectateur d'un projet où la France assurerait seule le leadership